Bonjour à tous et bienvenue au Palais de l'Institut dans cette prestigieuse halle d'honneur pour cette 6e édition des Rencontres Capitales. J'aurai le plaisir et l'honneur d'être le modérateur de ce débat auquel vous allez assister. Les Rencontres Capitales, vous le savez, ce sont le grand débat d'idées et la rencontre citoyenne de l'Institut de France qui vous propose depuis plus de 10 ans de dialoguer avec celles et ceux qui changent le monde. Elles ont vocation à réunir des personnalités de toute génération, connues ou inconnues, mais qui ont toute la caractéristique et le point commun d'être de premier plan dans leur domaine. Et leurs échanges aujourd'hui, les échanges que vous allez avoir avec elles, serviront de base et d'inspiration aux futurs travaux des académies. Quel monde réinventé pour demain? Vaste programme, me direz-vous, c'est justement le thème de l'édition 2021 de ces Rencontres Capitales. Notre débat va y apporter sa contribution face aux grandes mutations. Quels seront les métiers de demain? Avant le premier confinement, puisque beaucoup de choses que l'on vit sont datées et marquées par le Covid, le ministère du Travail estimait qu'en 2017, entre 10 et 15% des cadres étaient concernés par le télétravail, soit à peine 3% des salariés. Ça concernait alors essentiellement les cadres, mais du jour au lendemain, des institutions, des administrations, des entreprises ont dû s'adapter à de nouvelles règles sanitaires et nous faire basculer dans un fonctionnement à distance, faisant en quelques semaines des bonds de géants en termes de digitalisation, puisque toutes les entreprises spécialisées dans le numérique imaginaient que ça prendrait plusieurs années. Après plus de 18 mois de contraintes sanitaires, où le télétravail fut la norme pour de nombreux métiers, il y a eu un retour à une situation un peu plus normale, encore que, comme vous le savez, ça n'est pas fini, mais ça ne s'est pas accompagné d'un retour aux habitudes et à ce qui s'est passé. Donc, de nombreuses entreprises, de nombreuses administrations ont décidé d'engager des réflexions, non seulement des réflexions, mais des actions sur le futur du travail, sur leur mode de fonctionnement. Et si certaines ont fait le choix radical de basculer intégralement dans le travail à distance, la majorité intègre désormais le télétravail comme un outil supplémentaire qui permet un fonctionnement hybride. Parfois 2 jours, 3 jours, parfois d'autres modalités. Une telle situation n'aurait pas été envisagée et n'aurait pas pu être possible il y a encore quelques années sans le développement de tous les outils numériques que vous utilisez et sans la démocratisation d'Internet. Ces derniers ont entraîné d'ailleurs la disparition de nombreux métiers, ou en tout cas moins de postes liés à certains métiers. Et tout cela est appelé à évoluer, a été appelé à évoluer pour répondre aux besoins de l'époque. Cela a engendré également et positivement la création de nouveaux métiers qui sont devenus vitaux pour le bon fonctionnement des entreprises, à l'image de celui de développeur. On voit qu'un phénomène semblable est en cours aujourd'hui avec l'essor de l'intelligence artificielle. Alors on n'oubliera pas que dans le terme intelligence artificielle, il y a surtout artificielle, on va en parler, mais de nombreux métiers doivent se réinventer. Et de nouveaux métiers vont naître également de ces bouleversements supplémentaires. À quoi pourraient-ils ressembler, tous ces nouveaux métiers? Comment est-ce qu'on va les appréhender dès aujourd'hui en termes de formation? C'est à ces questions que l'on va tenter de répondre avec nos invités. Et c'est à moi que revient justement le privilège et le plaisir de vous les présenter. Elle est diplômée de Sciences Po Paris et de Toulouse Business School. Elle est également au board de la Conférence des grandes écoles. Elle est membre de la commission d'évaluation des diplômes des écoles de commerce. Elle est aussi et surtout directrice Culture, Communities, NG People Lab. Merci d'accueillir et d'applaudir Valérie Godard.
C'est un entrepreneur multirécidiviste qui a reçu de prestigieux prix scientifiques. Il a été à la fois en 2008 et en 2019 Young Global Leaders au Forum mondial de Davos, donc il est éternellement jeune. Il est décoré du grade d'officier des arts et des lettres. Il a été le fondateur des startups NetVibes et Jolly Cloud. Et il travaille aujourd'hui sur Polite, ou Polite, je dirais Polite davantage, une plateforme de souveraineté numérique personnelle pour aider les internautes à reprendre le contrôle de leur vie numérique. Merci d'accueillir et d'applaudir Tariq Krim. C'est également un récidiviste du numérique. Que de problèmes en perspective. Il est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il est le cofondateur de l'association France Digital. Il est aussi et surtout aujourd'hui le directeur général de Skyway Internet Company. Merci d'accueillir Yann Léchelle. C'est un homme d'enseignement et d'information, mais c'est aussi un homme de l'international qui a travaillé dans des zones comme l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, auprès de multiples groupes internationaux. Il est depuis plus de 12 ans en charge des relations avec les entreprises et l'entrepreneuriat à Kedge Business School. Il est centré autour de l'articulation école, étudiants, entreprise. Merci d'accueillir et d'applaudir Christophe Mouisset, directeur des partenariats de Kedge Business School. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à des débats, des rencontres capitales aujourd'hui, hier, comme il y a quelques années déjà, notre débat va se dérouler donc en 3 parties. Au cours d'une première phase, je vais poser des questions à nos invités. Dans un deuxième temps, à l'issue de cette première partie, le panel étudiant qui a grandement contribué à la préparation de ce débat va poser ses propres questions. Et puis au cours de la dernière demi-heure, j'essaierai de tenir le timing. C'est vous dans l'assistance qui pourrez poser les questions que vous souhaitez aux personnalités que nous avons la chance de recevoir. Alors, autre point qui n'est pas neutre, il nous est parfois reproché qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes dans nos débats. Donc merci à vous, Valérie Godard, d'être là. Maintenant, ça n'est pas du tout une volonté ou un parti pris des rencontres capitales. Il se trouve qu'elles sont invitées à proportion comparable, si ce n'est supérieure que les hommes, mais qu'elles viennent moins. Donc si on prend l'ensemble de ces débats sur les 3 jours de cette édition 2021, elles sont à peu près 30 ou 35% dans les débats. Maintenant, c'est vrai que j'ai animé parfois des débats aujourd'hui ou hier où la gente féminine n'était pas du tout représentée. Donc on est ravis qu'elle le soit à ce débat. Et heureusement, il y a quelques étudiantes dans notre panel. Valérie Godard, justement, vous qui êtes une femme d'entreprise, vous êtes au cœur de cette prise de conscience des questions de formation de vos salariés, des questions d'apprentissage par rapport aux métiers de demain, que ce soit de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou d'autres. Tous ces modèles d'apprentissage, comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous allez les revoir? Alors, pardon, je vous interromps une seconde. On a le privilège de pouvoir enlever nos masques. Parce que si on ne les enlève pas, moi je ne vais pas pouvoir faire mon job. Je ne verrai pas trop comment... si vous souhaitez le garder, Yann, gardez-le. Hein, mais on a cette chance par rapport à vous, et j'en suis à la fois désolé, en même temps heureux, parce que je peux du coup faire mon travail. Valérie, je vous ai interrompu, allez-y. Mais je vous en prie, on va l'enlever pour répondre à la question, puis on va le remettre parce qu'on est très disciplinés. Merci de nous accueillir, merci de m'accueillir. Alors effectivement, il y a moins de femmes peut-être dans les débats, mais on est en train de travailler en communauté, comme c'est
le titre de mon job, en fait, à essayer de faire en sorte que les femmes experts soient plus visibles. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, mais simplement, parfois, elles ne sont pas connues, elles ne sont pas répertoriées en annuaire et elles sont moins invitées. Et parfois, peut-être un peu plus timides. Donc, on va vous aider à faire en sorte qu'il y en ait plus l'année prochaine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur les formations. Effectivement, vous avez rappelé que, soit dans mon entreprise, soit dans ma vie d'à côté, je suis beaucoup engagée dans ces sujets. Avant de parler de formation, peut-être qu'on peut parler d'attente, et notamment d'attente des jeunes ou des jeunes salariés ou des jeunes d'esprit, parce que ce n'est pas une question d'âge. Et ce que l'on voit énormément, c'est que depuis 4-5 ans, et encore plus avec ou à travers la crise du Covid, il y a des attentes très fortes de formation. Alors bien sûr sur le quotidien du travail, ce qu'on appelle les hard skills, mais aussi sur des choses qui touchent à la conscience au sens large. Donc nous, les attentes de ces personnes, elles vont tourner autour de la transition énergétique et écologique, bien sûr, ça tombe bien, c'est le job de mon entreprise. Elles vont tourner autour de plus d'inclusion, elles vont tourner autour de plus de diversité, d'entrepreneuriat, et ces sujets-là sont vraiment très prégnants. Donc ce qui veut dire que nous, dans les formations qu'on va faire notamment avec notre université interne, ENGIE University, mais pas que, on va mettre en place des dispositifs qui vont favoriser ça. Donc on peut apprendre avec d'autres entreprises aussi. Par exemple, nous avons mis en place une coalition BNP, Danone, Engie pour nos gens qui ont envie de faire de l'intrapreneuriat. Donc ça, c'est un peu atypique, mais du coup, on le fait ensemble, on le fait en coalition, conformément à cette ODD numéro 17 de l'ONU que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on va plus fort, plus loin ensemble si on le fait en coalition. Et donc, nous faisons pas mal de formations autour d'entrepreneuriat, autour de l'intelligence collective. On a par exemple inventé les NG People Lab, dans lesquels une centaine de salariés de communautés diverses vont rencontrer des étudiantes, des anthropologues, des gens au profil très variés, pour pendant une journée inventer ensemble des solutions au monde de demain, que soit NG pourra réaliser, soit tous les gens qui sont présents dans la salle, les idées appartiennent à tout le monde, pourront réaliser. Et puis de façon plus classique, on va mettre en place aussi des CFA, c'est comme ça que ça s'appelle, sur les métiers qui peuvent être les métiers de demain, parce qu'il y a beaucoup de métiers de demain, c'est très positif autour de la transition écologique, qu'elle soit sur le climat ou qu'elle soit sur la biodiversité. Nous, par exemple, on vient de créer un CFA-NJ, des métiers au sens large de l'efficacité énergétique pour tous les profils. Donc je pourrais parler pendant longtemps, mais voilà une première réponse à votre question. Merci Valérie Godard. Donc l'entreprise coalisée, ou plutôt qui se met en réseau avec d'autres grandes entreprises pour former leurs salariés. Christophe Mouisset, vous qui œuvrez dans le monde de l'enseignement supérieur depuis plus de 15 ans, quelles évolutions pour vos apprenants, d'une certaine manière, comment les former à des métiers dont on ne connaît pas encore l'existence, est-ce que finalement former vos étudiants, ça n'est pas programmer leur obsolescence? Alors oui, effectivement, on peut se poser cette question. Et c'est toute la difficulté d'être dans un organisme de formation en se disant que, effectivement, une compétence technique, en 1987, on lui donnait une durée de vie de 30 ans, et aujourd'hui, c'est 18 mois. Et ça va s'accélérer encore, et on a effectivement, pour les gens qui ont été formés en 2017, par exemple, dans notre école, donc c'est juste hier, eh bien, 85% des métiers qu'ils vont occuper en 2030 n'existent pas encore. Donc par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on leur dit à nos étudiants? Parce qu'on a envie qu'ils viennent chez nous quand même, donc, et qu'ils ne se disent pas qu'au bout de 12 mois, finalement, tout ce qu'ils ont appris ne leur servira à rien. Et donc on leur dit qu'on se prépare à un tsunami, en fait. Et donc qu'on est en bas de la vague, et que cette vague, elle est en train de se déresser. Et que donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de la surfer, cette vague. Parce qu'on ne peut pas aller contre, on ne peut pas passer derrière, le derrière n'existe pas. Et donc, il faut pouvoir couler avec cette vague. Et, enfin, couler, excusez-moi, surfer cette vague. C'est mieux. Couler, on n'aurait pas fait le job, quoi. Et donc on leur dit la chose suivante. Il y a 3 grands facteurs de disruption qui amènent à ce tsunami. Il y a l'innovation technologique, bien évidemment. Il y a l'atteinte des objectifs environnementaux. Et puis, il y a l'évolution des rapports humains et des valeurs.
Et en fait, pourquoi c'est un tsunami? C'est un tsunami parce que l'innovation technologique, elle accélère. Les objectifs environnementaux, c'est une urgence. Et quelque part, l'évolution des rapports humains devient de plus en plus complexe. Donc si vous ajoutez accélération, urgence et complexité, eh ben, vous êtes en face d'une vague. Et pourquoi c'est perçu comme un tsunami? Parce que forcément, ces trois facteurs de disruption, ils vont amener de l'évolution des métiers, de la disparition de certains, et puis de la création. Et c'est ça que je veux aussi apporter aujourd'hui comme message, parce que chaque fois qu'on parle du 21e siècle et d'innovation technologique qui accélère, on se dit il va y avoir des tas de gens qui vont rester au bord de la route. Eh bien non, parce qu'en fait, comme toujours, il y a des choses qui vont évoluer, puis il y a des besoins qui vont se créer. Et si on parle par exemple de l'environnement, si on parle des rapports humains, si on parle de l'interaction humaine, il va y avoir énormément de création d'emplois dans ces domaines-là. Donc, le modèle qu'on avait jusqu'alors, c'était un modèle qui était basé sur l'expertise, la performance et le savoir. Et aujourd'hui, et nous, à Kedge, enfin ce qu'on essaie de faire à Kedge Business School, c'est depuis que je suis arrivé dans cette école, c'est d'essayer de développer de la compétence, pas de l'expertise. On ne sort pas expert d'une école. On ne sort pas expert d'une école. On peut avoir de la compétence, des compétences, mais certainement pas d'expertise. L'expertise, ça se construit dans l'entreprise que l'on se crée pour soi-même, dans l'entreprise que l'on va intégrer, dans les institutions dans lesquelles on va bosser, mais ce n'est pas à l'école. On peut construire un socle, mais certainement pas de l'expertise. La performance. Alors la performance, c'est ce qui enlève la créativité. C'est-à-dire que si on n'est que dans le management de la performance, on bousille toute notion de créativité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que veulent les gens aujourd'hui, et ce dont a besoin le monde, ce n'est pas de la performance, c'est de l'impact. D'accord? Donc il faut créer de l'impact. Et pour le savoir est important, et pourtant, aujourd'hui, à quoi on mesure l'intelligence? Eh bien, à la manière dont on réagit quand on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est pas quand on sait. On ne dit pas qu'on est bon quand on sait. On dit qu'on est bon quand on sait réagir parce qu'on ne sait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à Kedge? Et j'en finis par là parce que sinon je suis trop bavard. C'est qu'on fait tourner un modèle, depuis que je suis dans cette école, qui est un modèle que je considère comme vertueux. C'est on apprend à nos étudiants à être entrepreneurs d'eux-mêmes. On leur apprend à faire, à se confronter à du transgénérationnel, à du transsectoriel, à des gens qui viennent d'autres univers qu'eux, et puis en leur mettant les mains dans le cambouis, en leur faisant faire des choses, et puis en leur disant qu'en fait, il faut apprendre tout le temps. Parce que la grande leçon de ce qui nous arrive à l'heure actuelle, c'est qu'il va falloir apprendre tout le temps. Sinon, effectivement, on coulera, on ne surfera pas, et on aura un problème sociétal monstrueux. Merci Christophe Mouisset. Donc finalement, l'intelligence serait la faculté d'adaptation, et c'est ce que Kedge tente d'apprendre et de transmettre à ses étudiants. Tariq Krim, je disais tout à l'heure que vous étiez un entrepreneur. Je vois aussi que vous êtes un initiateur du mouvement Slow Web. Christophe évoquait la performance comme un frein à la créativité. Par rapport aux différents métiers que vous avez pu connaître dans vos expériences successives d'entrepreneurs, comment est-ce que vous voyez à la fois la façon de se former et quel métier est-ce que vous voyez dans cet avenir proche ou lointain? Bonjour, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Ce que je dirais en guise d'introduction, c'est qu'on vit finalement une époque assez incroyable. On était jusqu'à maintenant dans un monde extractiviste, c'est-à-dire finalement tout ce qu'on a appris après la Deuxième Guerre mondiale, c'est faire plus, produire plus, extraire plus. Et aujourd'hui, on bascule, parce que j'ai toujours un peu peur des termes d'accélération, ça va très vite. En fait, non, on est en train de changer de modèle. On est passé d'un modèle où on essayait de prendre tout, et on ne savait pas d'ailleurs, on ne savait pas suffisamment comment réparer ce que l'on prenait, et on l'a bien vu avec
la crise du Covid, on se rend bien compte aujourd'hui que un des problèmes auxquels on est tous, j'allais dire, qui nous a tous impactés, c'est cette production de masse, de tout, production cognitive aussi avec les réseaux sociaux qui emprisonnent nos vies. Et donc on doit basculer dans un autre univers nouveau qui est en fait un univers que je qualifierais de régénérateur. On va rentrer dans une économie régénératrice. La nature en fait ne produit pas, et l'économie circulaire parfaite. Nous, en tant qu'êtres humains, on est très mauvais. Il y a des sociétés dans les années 70 qui ont décidé de passer au plastique, et on a dans le plastique, on ne sait plus quoi en faire. Et donc, une grande partie, j'ai même la priorité de ce que l'on va devoir faire, c'est d'apprendre à construire une société régénératrice. Et pour ça, il va falloir apprendre et prendre des modèles qu'on ne connaissait pas dans certaines régions du monde. On a appris à faire les choses différemment. On a aussi appris à prendre le temps, parce que la technologie, c'est bien, mais le cerveau humain a des limites physiques. Et donc, on peut dire on va apprendre de plus en plus, consommer de plus en plus, et à la fin, on ne sait absolument rien. On a bien vu aujourd'hui ce qu'est un monde où on vit du matin au soir sur son écran. Quand toutes les boutiques dehors sont fermées, on l'a tous vécu, hein, cette dystopie d'un monde numérique. Et donc, je dirais que d'une certaine manière, ce qu'on va devoir faire collectivement, et ce que la nouvelle génération va devoir apprendre à faire mieux que nous, parce qu'il faut quand même dire on n'a pas été très brillants là-dessus, c'est apprendre à construire quelque chose de différent. Et vous parliez de mon expérience informatique. Alors j'ai une chance incroyable, et je pense que c'est aussi une règle importante pour tous ceux qui démarrent dans la vie professionnelle. Le premier boulot qu'on fait, on choisit d'abord une équipe et un manager qui va nous former. Parce que quand on sort d'une école, on ne sait rien. Apprendre à parler aux gens, à comprendre ce que l'on veut faire. Donc apprendre en fait toutes ces choses qu'on apprend en entreprise, mais qu'on ne sait pas forcément à l'école. Et j'ai eu la chance d'être dans la Silicon Valley à la belle époque, c'est-à-dire les années 90. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'était ce côté multiculturel, ce côté où les gens étaient extrêmement bons, mais extrêmement humbles. Il y avait une volonté de construire, en fait, dans une équipe, le meilleur de soi-même, mais que ça fonctionne aussi en synergie. Et c'est vrai que quand je suis rentré en France, j'ai eu pas mal de mal à m'habituer à un modèle beaucoup plus autoritaire, on peut le dire parfois, et très centralisé. Et donc, à travers mes entreprises, j'ai essayé modestement, avec mes moyens, de reconstruire ce que j'avais pu vivre là-bas. Et donc, je crois que ce qui est très important, c'est que nous changeons le monde, et nous ne savons pas aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore véritablement les règles, et on va les apprendre. Et donc, il faut aussi ne pas trop stresser la génération qui arrive en lui disant vous avez une pression énorme. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas vraiment de notre faute parce qu'on était un peu entre les deux, mais la génération d'avant. Et on va apprendre à inventer quelque chose de nouveau. Et je suis assez confiant quand je vois justement cette nouvelle génération. Merci Tariq Krim. Donc on doit apprendre à inventer et en plus quelque chose de nouveau. C'est pas simple, mais on va continuer à en parler tous ensemble. Yann Léchel, dans vos casquettes successives d'entrepreneurs, mais aussi et surtout celles de dirigeants aujourd'hui, vous avez beaucoup recruté, vous avez été énormément confronté pour vos collaborateurs à des problématiques de formation, de compétences par rapport à des métiers qui sont totalement nouveaux. Comment est-ce que vous avez appréhendé ces sujets ? Merci tout d'abord pour la question. Je propose d'illustrer avec la structure que je dirige aujourd'hui, qui s'appelle Scaleway, qui est une entreprise parisienne, qui a employé, lorsque j'ai rejoint la société il y a 19 mois, 200 personnes. Et j'ai rejoint précisément 2 semaines avant le confinement total. Donc c'était merveilleux comme introduction. Donc j'ai salué les équipes et puis je leur ai demandé de rentrer chez eux. Voilà. Donc en termes de management, c'est un bel exercice. Et pour autant, nous avons doublé l'effectif en 19 mois. On l'a fait parce que les conditions de la structure nous permettent de le faire. C'était le projet de recruter plus, etc. Mais il a fallu le faire tout en préservant l'énergie des équipes, en les organisant avec ce télétravail. Alors c'est vrai que nous étions prédisposés au télétravail puisque nous sommes une entreprise du digital. Nous fournissons du cloud. Donc il n'y a pas plus digital que ça. Donc on a travaillé évidemment sur les effectifs qui étaient les nôtres, les 200 personnes, et on a recruté en distanciel, avec de nouvelles méthodes, de nouvelles personnes pour compléter les effectifs, pour atteindre aujourd'hui 400 personnes. Mais pendant cette période, finalement, en écoutant les
considérations, les craintes des collaborateurs, on a dû se poser la question de ce qui nous permettait de nous projeter dans un avenir proche, c'est-à-dire le post-Covid. Sauf que nous n'avions pas la réponse. Aujourd'hui, on n'a toujours pas. On parle de 5e vague. Donc, on s'est attardé à réfléchir à comment basculer dans un mode qui était future-proof, c'est-à-dire compatible avec le futur. Et l'entreprise qui pourtant avait envie de faire du télétravail de manière plus généralisée, quand j'ai rejoint il y a 19 mois, il n'y avait pas de télétravail chez nous, quasiment zéro. Et aujourd'hui, nous sommes 100% télétravail pour ceux qui peuvent télétravailler dans l'entreprise. Donc il y a évidemment des postes qui sont fixes, ceux-là ne peuvent pas télétravailler, notamment dans les data centers, qui sont des entrepôts techniques très géographiques et physiques d'un point de vue de leur implantation. Il y a du matériel à manipuler, etc. Donc ces jobs-là sont, comme d'habitude, travaillés sur site, mais le reste des équipes, maintenant, peut télétravailler. Donc on a dû réfléchir au modèle qui nous permet opérationnellement de travailler au quotidien. Donc cette bascule a eu lieu parce que c'était la réponse à apporter à 200 personnes qui ont besoin de savoir où est-ce qu'elles vont vivre demain, où est-ce qu'elles vont, comment est-ce qu'elles vont s'organiser par rapport à leur famille, leur projet de vie. Et c'était la bonne réponse parce que ça leur permet de dire « Ok, je vais rester dans cette entreprise parce que je sais me projeter par rapport à mon métier et par rapport à où j'habite. » Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'était de commencer à qualifier 2 types d'interventions professionnelles. Une que je qualifierais de missionnaire et l'autre de mercenaire. Le missionnaire, c'est celui qui rejoint l'entreprise un petit peu dans l'esprit du CDI, c'est-à-dire pour un moyen long terme. Alors le CDI, c'est un contrat à durée indéterminée, qui est une invention française. Il y a 50 ans, on parlait plutôt d'un emploi à vie. Aujourd'hui, l'emploi est beaucoup plus court. Mais voilà, on a gardé la terminologie et la protection sociale du CDI, qui pour certains est quelque chose dont on a besoin pour pouvoir acheter une maison, etc., etc. Donc le CDI, c'est plutôt la mission. Je rejoins l'entreprise pour une période longue. Et le mercenaire, c'est celui qui va apporter des compétences très pointues, très précisément pendant une période courte. Et donc on a qualifié ces 2 différentes contributions professionnelles que l'on va composer avec le télétravail. Ce qui fait qu'on peut maintenant accueillir des personnes à l'autre bout du monde, pour l'un et pour l'autre, des modèles de contribution. Donc ça, c'est un exemple très concret, très appliqué, d'une structure qui passe de 200 à 1500 personnes, avant, après Covid, sur le sujet du télétravail, sur le sujet de la contribution et du modèle de contribution. Effectivement, recruter 200 personnes sous Covid en confinant l'entreprise qu'on dirige quelques jours après avoir pris ses fonctions, c'est un exemple extrêmement intéressant. Tariq Krim, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Pas particulièrement, mais je peux quand même. Alors j'ai eu la chance, puisque mon voisin m'a accueilli pendant le confinement, parce que justement, moi je souffrais de l'excès inverse, j'avais besoin d'écrire et j'avais besoin d'être dans un bureau. Non, il y a deux remarques. La première, c'est que ce qui est fascinant par rapport à cette question du confinement, c'est qu'effectivement, tous les outils existaient pour travailler de manière collaborative. Déjà. Mais il manquait vraiment cette impulsion. Et c'est vrai que le Covid a obligé de nombreuses entreprises à le faire. Maintenant, cette mode du télétravail a des avantages certains. Ça a permis, par exemple, à San Francisco, où il est impossible de trouver un logement décent à un prix décent, pour certaines personnes de repartir dans d'autres villes. On a vu un boom de nouvelles villes, notamment au Texas. Les gens sont partis de San Francisco. Et aujourd'hui, ce qu'on voit après 2 ans de confinement, c'est un effet inverse, parce que les gens ont aussi compris que le télétravail, c'est bien, mais pour avoir une promotion dans son boulot, il faut aussi être visible à côté de son boss et il faut être aussi près des centres névralgiques. Et donc, on a cette forme de schizophrénie où d'un côté, on veut une entreprise ultra efficace, décentralisée, et de l'autre côté, malheureusement, l'entreprise fonctionne aussi sur certains domaines, et notamment la carrière, de manière assez centralisée. Donc il va falloir trouver une façon de trouver un bon équilibre entre ces 2 approches. Merci Tariq Krim. On va entrer maintenant dans la 2e phase de ce débat. Donc je me tourne vers mes
camarade étudiant et vers notre panel qui a contribué à la préparation de ce débat et qui va poser quelques questions. Alors, je vous en prie, je ne sais pas si vous avez désigné entre vous un ordre de passage, et par ailleurs, vous avez des micros, on vous en apporte un, c'est parfait. Allez-y. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci beaucoup. Delphine, je suis étudiante à Sciences Po Paris en master finance et stratégie. J'avais une question par rapport à une publication de Price qui est sortie en 2018. En France en particulier, une majorité des employés ont peur que l'innovation ou la technologie précarise, voire même fasse disparaître leur emploi. Comme souligne cette étude de Price, nous voyons d'un mauvais œil, en France en particulier, la technologie. Et donc, selon vous, en fait, quelles catégories de métiers peuvent craindre de voir leur emploi numérisé tout ou partie? Et le plus important, je pense, ce serait, en fait, comment est-ce que nous pouvons accompagner ces publics-ci? Alors, dans un premier temps, Tariq Krim, puis peut-être Yann Léchel juste après, puis Christophe. Vous allez avoir une de vraies réponses. Tariq Krim, allez-y. Alors, 3 petites choses, parce que c'est vrai qu'on a en ce moment un discours plutôt anxiogène sur la technologie. Je fais partie des gens, d'ailleurs, qui parfois diffusent cela. Alors, quand on parle de technologie, on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle. D'ailleurs, je crois que la plupart des gens qui parlent d'intelligence artificielle ne savent pas vraiment, finalement, de quoi ils parlent. On a un peu l'impression que c'est une technologie magique qui organise tout à notre place. Et en fait, il y a 3 choses importantes. La première, c'est que on a connu ça dans les années 80 avec un logiciel qui s'appelait Excel. On avait tous un PC, enfin pas nous, mais nos parents. Et soudain, on pouvait faire une chose incroyable, c'est-à-dire faire des comptes sans faire d'erreur de calcul, tout seul chez soi. Ça a mis du temps, mais on s'est rendu compte en fait qu'on avait une capacité cognitive supplémentaire. Et je ne crois pas vraiment en fait que l'intelligence artificielle va remplacer les emplois, tout simplement parce que, à titre personnel, je ne pense pas qu'elle marche très bien. Mais par contre, on va permettre à des gens qui ont plutôt des profils de techniciens d'avoir une capacité d'abstraction supplémentaire. Donc de pouvoir faire, comme avec un Photoshop, on est soudain capable de faire des choses que, à titre personnel, on ne serait pas capable de faire avec un stylo. On va avoir des technologies qui vont permettre à des techniciens, et je pense que c'est très important parce qu'on parle toujours de la société des ingénieurs, mais je pense que ce monde a besoin de maintenir ses infrastructures, quelles qu'elles soient, et qu'une partie du savoir part à la retraite, et donc il faut le remplacer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de ces technologies qui vont remplacer la livraison à distance, tous ces outils pour lesquels l'Internet est devenu un système d'arbitrage. On utilise la loi, c'est ce qu'a fait Uber au départ, ce qu'a fait Airbnb, pour créer de la valeur économique sur une ambiguïté. Mais le problème, c'est que quand on parle de régénération, il faut aussi parler de systèmes qui sont viables à long terme. Le système où on livre des gens en 15 minutes et qu'on paye 1,30 € n'est pas un système viable à long terme. Une fois que l'argent des investisseurs a été épuisé, il y a beaucoup de systèmes dont on croit aujourd'hui qu'ils vont remplacer les humains, mais si on se projette dans 5-10 ans, par exemple aux États-Unis, Uber coûte beaucoup plus cher que le taxi et Airbnb coûte beaucoup plus cher que les chambres d'hôtel. Donc on se rend compte qu'en fait, il faudra voir ça sur une période beaucoup plus large et pas uniquement sur toutes ces promesses que nous promettent la technologie et qui souvent sont pas toujours réalisées. Yann Léchel. Alors oui, pour rebondir sur ce sujet, je pense que c'est un véritable sujet de société, notamment parce que les choses s'accélèrent. Donc on parlait de tsunami. La technologie a cette tendance à travailler sur cette exponentielle. Donc on voit le tsunami, on voit l'exponentielle, qui sont des facteurs accélérateurs de transformation et de mutation. Mais rien de nouveau, c'est-à-dire que la technologie a toujours contribué à faire disparaître certains métiers. Par exemple, il fut un temps où il fallait quelqu'un pour s'occuper des chevaux, pour conduire les gens. Puis l'automobile est arrivée, donc les individus ont pu s'approprier ce moyen de transport. Plus récemment, on avait les chauffeurs de taxi qui ont failli perdre leur emploi, en tout cas leurs clients, parce que Uber est arrivé avec une algorithmie beaucoup plus rapide et radicale. Et finalement, aujourd'hui, les sociétés de taxi se sont améliorées et il n'est plus très clair si finalement les chauffeurs de taxi vont perdre leur métier. Les voitures autonomes ne sont pas encore arrivées. Donc évidemment, à un moment donné,
ces métiers-là vont disparaître. Mais c'est aussi un avantage, puisque la technologie est censée aider dans la gestion du temps, dans la notion de productivité. Et donc, nous sommes ici en France, dans le pays des 35 heures. À partir de quand est-ce que la technologie va transférer du temps ou nous refaire gagner ce temps perdu pour faire autre chose? Cette équation est extrêmement complexe parce que, d'un point de vue macroéconomique, eh bien, elle est distribuée et mal distribuée dans le monde entre des sociétés qui sont plutôt en bout de chaîne, qui vont fournir de la productivité à faible valeur ajoutée. On peut penser à la Chine qui nous produit toutes nos choses, et on peut penser à nos économies beaucoup plus matures qui développent un petit peu les fonctions à très forte valeur ajoutée. Donc tout ça n'est pas évident. La question, c'est la vélocité de ce changement. Et donc si on ne gère pas bien cette vélocité de changement, elle risque de créer des frustrations dans la société, des personnes qui vont perdre leur emploi trop vite sans avoir le temps de les reformer. Donc c'est ça le sujet à mon avis, c'est cette accélération qui doit être accompagnée, mais quelque part la technologie devrait nous permettre de récupérer du temps. Donc les 35 heures c'est compliqué, on était peut-être trop en avance, et pourtant le sujet est un sujet pertinent, c'est-à-dire combien de temps devons-nous travailler en tant qu'humains sur cette planète? Valérie Godard, puis Christophe Mouisset. Oui, deux petites idées complémentaires en vous écoutant, et je suis complètement d'accord avec ce que mon voisin a dit. J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que, merci pour ce sondage, je ne l'avais pas vu passer celui-là, mais c'est un petit peu inquiétant, effectivement. Moi, je pense qu'il faut beaucoup qu'on travaille à démocratiser les choses, à expliquer, à être pédagogique pour que les gens, justement, n'aient plus peur ou aient moins peur. Je prends un exemple tout bête. Moi, chez moi, je fais newsletter, comme on dit, qui va s'adresser à tous les salariés de mon groupe, et il y a beaucoup de salariés dans mon groupe, pour raconter ce qui s'est passé ce mois-ci dans le monde, que ce soit technologique ou que ça soit moins technologique, et pour le vulgariser. Cette news, elle a un succès incroyable, parce que les gens ont besoin de savoir, ont besoin de comprendre, ont besoin de choses qui sont facilement accessibles. Donc premièrement, première idée, c'est vraiment travaillons tous ensemble à démocratiser les choses là où on est, pour que les gens aient moins peur et aient l'impression de pouvoir jouer un rôle dans ce nouveau monde, comme on dit, qui peut être accessible à tout le monde et qui peut apporter des bénéfices à tout le monde en ce qui concerne la technologie. Et puis, deuxième chose auquel je crois, c'est que certes, la technologie arrive, qui peut d'ailleurs être au service de plein de choses, mais c'est aussi le moment et l'occasion de se dire, il y a la technologie, mais il y a aussi tous les métiers manuels, tous les métiers d'art, tous les métiers qui sont reliés à la nature. Alors, que la technologie peut aider d'ailleurs. Moi, je le vois chez moi dans mon entreprise ou ailleurs dans des écoles. On peut penser à l'école Hectare, qui est très intéressante sur l'agriculture aussi et qui vient de naître. Mais en tout cas, tous ces métiers-là sont des métiers fascinants, sont des métiers dans lesquels les gens se réalisent, sont des métiers dans lesquels il y a un espace incroyable pour la France et pour la France à l'étranger aussi. Je rencontrais cette semaine, petite anecdote, un entrepreneur que j'ai trouvé complètement incroyable, qui est juriste de formation à la base, qui s'est pris de passion pour l'Inde, comme moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, et qui en fait est passionné aussi de cuisine. Et il a été à Bombay, il a créé un resto Crêpes Suzette. Bon, son resto Crêpes Suzette, aujourd'hui c'est une chaîne, il en a 14, ça marche extrêmement bien sur la gastronomie française et sur des choses qu'on connaît de façon historique. Donc voilà, il y a la technologie, il y a les deux ensemble, et puis il y a tout le reste. Et en France, très souvent, on a tendance à oublier les métiers manuels ou les métiers d'art qui sont absolument une force pour le pays et objet de beaucoup de réalisations et d'innovations. Voilà ce que je voulais rajouter. L'artisanat, premier employeur de France. Christophe Mouisset, quelques éléments de réponse supplémentaires. Moi, je veux juste apporter une profonde note d'optimisme, parce que quelque part, on pourrait se dire, et si demain on n'était plus obligé de travailler? Si les machines, l'intelligence artificielle gèrent tout, peut-être que demain... Alors c'était le grand rêve de la révolution industrielle, hein, c'était de dire la machine arrive, donc demain on ne bossera plus. Ça ne s'est pas passé comme ça, je pense que donc ça ne va pas se passer comme ça. Et je veux reprendre l'idée qui a été émise tout à l'heure, enfin l'exemple qui a été pris, c'est qu'il y a moins de maréchal ferrant, hein, depuis qu'on a remplacé le cheval par la voiture, mais il y a plus de mécaniciens, quoi, d'accord ? Donc ça veut dire que les métiers, ils changent, les missions, elles restent, et quelque part, oui,
Bien évidemment qu'il va y avoir des métiers qui vont souffrir, les métiers de la production, de la transaction. C'est-à-dire qu'on dit toujours que ce sont les soi-disant métiers du bas de l'échelle sociale qui vont souffrir. C'est pas vrai. Si l'intelligence artificielle, si on a des outils de prédiction qui deviennent parfaits, le trader va disparaître. Mais effectivement, comme il y a des robots, le manutentionnaire aussi. Donc, d'accord. Mais quelque part, les métiers qui vont se développer, c'est tous les métiers qui vont être dans l'interaction sociale. L'économie sociale et solidaire, tous ces métiers-là, l'économie sociale et solidaire, pour demain, c'est certainement la partie de l'économie qui sera le plus pourvoyeuse d'emplois. Il ne faut pas oublier ça. L'interaction humaine va avoir besoin de compétences, de gens pour s'impliquer. Donc moi, je suis profondément optimiste par rapport à ce qui se passe. Deuxième question de nos jeunes camarades. Bonjour à tous. Dans une étude de 2019 du BCG et d'Adecco Group, 2/3 des salariés interrogés estiment que la digitalisation transformera leur métier tous les 5 ans. Plus édifiant encore, en 2030, un emploi sur 5 pourrait être digitalisé ou numérisé. Enfin, en France, seuls 42% des salariés interrogés par le BCG consacrent un temps significatif pour se former au quotidien sur leur métier. La question est la suivante. À l'aune de la prise de conscience de leurs salariés, comment les directions des ressources humaines peuvent identifier en quasi-temps réel les compétences requises et en parallèle revoir leur mode d'apprentissage et accompagner leurs salariés? Alors, voilà une question au cœur de nos sujets et qui réitère en partie ce qui a pu être dit, mais peut-être qu'on peut apporter quelques précisions. Yann Léchelle, je vous en prie. Oui, je pense qu'il y a un sujet de management en question. Vous repassez le ballon à Christophe Non, Mouisset, je peux commencer, mais je pense qu'on aura des réponses allez-y, je vous en prie. complémentaires sur le sujet. C'est un sujet, en effet, qui concerne l'entreprise et qui concerne les employés, mais les employés à travers les entreprises. L'entreprise est une structure qui elle-même évolue. L'entreprise n'existait pas il y a 400 ans. C'est très intéressant comme notion, on l'oublie souvent, mais avant la première entreprise qui était là pour gérer les capacités de production des colonies à l'époque, eh bien l'entreprise n'existait pas. L'entreprise existait sous sa forme, sous forme de ville. En fait, la ville est la première forme de collaboration rapprochée, puisque les compétences venaient se rejoindre dans le centre-ville pour faire du troc de compétences en réalité. Donc l'entreprise est une structure juridique qui rassemble toutes les compétences autour d'un sujet de production, par exemple. Donc l'entreprise a un choix à faire, c'est un arbitrage du quotidien. Est-ce que je vais chercher des compétences à l'extérieur pour remplacer mes compétences à l'intérieur qui sont devenues trop chères, trop lentes, peu performantes, par exemple? Ou alors est-ce que je forme en interne les personnes qui sont déjà chez moi en investissant en formation continue, ce que l'on fait chez nous. Mais c'est vrai que si le marché se retourne du jour au lendemain, alors probablement on sera pris de court et donc on va devoir recruter à l'extérieur de nouvelles compétences. Donc c'est un sujet d'arbitrage. Au niveau de la société, la France est un pays qui collecte dans les charges patronales des cotisations qui peuvent abonder des caisses de formation continue à l'extérieur de l'entreprise. Et donc la France est capable de redonner des crédits de formation. Donc c'est un pays merveilleux, la France, rappelons-le. Donc c'est vrai que ça coûte très cher. Les cotisations sociales patronales sont extrêmement lourdes pour l'entreprise. Mais lorsqu'on arrive à composer avec tout ça, quelque part, l'entreprise, évidemment, a des décisions à prendre sur ces sujets de formation pour garder son expertise et son expérience. Parce qu'au niveau d'un collaborateur, si le collaborateur part, on perd 1 an, 2 ans, 3 ans d'expertise et donc de connaissances. Recruter quelqu'un à l'extérieur a un coût de formation pour arriver au niveau de compétences requis pour devenir productif. Et donc c'est parfois 3-6 mois de perdu. Donc c'est un arbitrage, c'est un curseur. Et ce curseur, il est endogène d'un point de vue de l'entreprise et exogène au niveau de, par exemple, la société française. Christophe Mouisset, puis Tariq Krim. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que je suis entièrement d'accord
avec ce que tu viens de dire, Yann, et je vais même un peu plus loin. Ce n'est pas le job des ressources humaines d'identifier en temps réel les compétences dont ils ont besoin. Ce n'est pas leur job. Leur job, par contre, c'est effectivement de trouver comment, derrière, on va pouvoir continuer à acquérir de la compétence et comment on va pouvoir mettre en place un système valeureux. Et pour vous dire ça, c'est que les compétences, elles sont demandées par les directions opérationnelles, c'est-à-dire des gens qui travaillent ensemble et qui, à un moment donné, par rapport à une problématique, vont dire on a besoin de cette compétence-là. On n'a pas assez de compétences à ce niveau-là. Et donc, quelque part, ils vont la puiser dans des équipes hybrides et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Ils vont d'abord aller chercher la compétence ailleurs et puis ensuite, ils vont la fabriquer pour pouvoir l'avoir en interne et pouvoir, quelque part, la développer. Et le job des ressources humaines, ça va être en fait, parce que moi je crois à ça, je pense que, et je le disais lors de notre discussion, il va falloir trouver un système, on va être obligé d'apprendre toute sa vie. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas une liberté que l'on a, c'est une obligation. Parce que si on n'apprend pas tout au long de sa vie, tout le temps, on va être obsolète très rapidement. Et puis, il va y avoir une fracture sociale monstrueuse. Donc, en fait, le job des ressources humaines, ça va être quoi? C'est de systématiser le système de l'apprentissage aux étudiants et en même temps à leurs collaborateurs. Pourquoi? Parce que le système de l'apprentissage, c'est quoi? C'est tu prends de la connaissance, tu prends de la culture, tu la mets en œuvre, tu fabriques quelque chose, tu la confrontes à la réalité offerte, et en même temps, tu apprends de ton interaction avec toi-même, de ton interaction avec les autres, et là, à ce moment-là, tu fais tourner ça tout le temps, et en faisant tourner ça tout le temps, tu fabriques tout le temps de la compétence, et tu crées une mosaïque, c'est-à-dire que les petits carrés, au fur et à mesure, tu les changes, tu les colores différemment, et ils racontent une autre histoire. Et cette autre histoire, ben, c'est ton nouveau métier, c'est ton parcours de vie, etc. etc. Voilà. Une mosaïque et une autre histoire. Tariq Krim, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, quelques points rapides. De toute façon, Yann, qui a aussi été entrepreneur, le sait bien, le boulot numéro 1 quand on monte une boîte, c'est du CEO, fondateur, c'est le recrutement. Comment construire l'équipe avec laquelle on a envie de travailler? Et c'est quelque chose d'incroyable. Alors maintenant, moi je relativise par rapport à ce que j'appelle les études de boomer, c'est-à-dire les études qui traduisent essentiellement la crainte des grandes boîtes, qui ont des modèles traditionnels, de ne plus avoir de compétences, qui ont envie de bosser dans des domaines traditionnels. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on nous parle toujours de transition numérique, la réalité c'est que la plupart des sociétés qui ont fait une transition numérique, parce que ça fait 10 ans qu'on fait la transition numérique, c'est un désastre. Il suffit de voir le confinement. Quelles sont les sociétés qu'on a utilisées pendant ce confinement? Donc la question est, à mon avis, différente. Il y a un risque qui n'est pas lié au risque technologique, parce que souvent, pour quelqu'un, vous êtes super fort technologiquement, ça veut dire vous savez utiliser Google, Slack et 3-4 applications que vous connaissez par cœur. Ça, c'est souvent de ça dont on parle quand on parle de disruption digitale. La réalité, en fait, et je crois que c'est quelque chose de plus difficile, ça va être la résilience émotionnelle, parce que même si je suis plutôt optimiste, on rentre dans un monde très dur, un monde de pénurie, un monde de compétition, un monde géopolitique qui n'a aucun sens, en tout cas pour quelqu'un qui a été, comme nous qui avons été éduqués dans les années 80, la guerre froide, aujourd'hui plus rien n'a aucun sens. Et donc on va devoir subir cette je dirais, attaque émotionnelle en permanence. Et donc il va falloir construire dans les entreprises des environnements où les gens sont non seulement capables de travailler, ont un savoir, mais ont aussi l'empathie, la douceur, la générosité, l'entraide qui fait que quand on est ensemble et qu'on travaille ensemble pendant les moments durs, on est capable d'avancer. Pour moi, le test d'une start-up, c'est jamais quand tout marche bien. Parce qu'en fait, la réalité d'une start-up, c'est qu'il n'y a jamais rien qui marche. Et donc, en fait, c'est est-ce que j'ai les gens qui
quand je vais me coucher le soir, le lendemain, je me dis « Ah, c'est cool, on a une équipe, ça fonctionne bien, ça peut marcher ». Et l'un des problèmes de ces entreprises qui ont souvent recruté énormément, c'est qu'elles n'ont pas encore fait cette transition. Et donc, le vrai problème n'est pas la transition numérique, il suffit de changer de logiciel, c'est la transition émotionnelle, la transition vers une nouvelle génération de travail où les gens se sentent bien et aussi, on l'a dit encore, sont alignés par rapport aux futurs besoins de la planète. Donc, changement climatique, la résilience, la gestion des pénuries, la création de métiers plus locaux. C'est-à-dire, comment fait-on pour que l'entreprise qui utilise et qui fait tout en Chine dans des conditions horribles fasse autre chose? Ça va être le job de toutes ces boîtes. Et si elles ne font pas ça, ce n'est pas une question de technologie, ce n'est pas une question de recrutement, elles seront de toute façon disqualifiées. Donc il faut véritablement relativiser toutes ces études dans 10 ans, dans 20 ans. À chaque fois, quand on reprend les prédictions d'il y a 10 ans et 20 ans, on nous disait la même chose et en fait, ce n'est pas véritablement le problème. Un court complément de réponse, oui, Yann Léchel. Léchel. Parce que je pense que Tariq a touché un point très important et on en entend parler en ce moment de l'entreprise à mission. En réalité, c'est ce qui permet, alors c'est parfois un instrument de communication, etc., mais globalement, pourquoi est-ce que je me réveille le matin et pourquoi est-ce que je vais aller travailler? Alors ça peut être du télétravail, mais je me réveille pour travailler, pourquoi? À quoi ça sert? Cette entreprise que j'ai rejointe, ce projet sur lequel je travaille, à quoi ça sert? Et une fois qu'on a réussi à répondre à cette question fondamentale, alors le travail devient une évidence. Et on se formera pour répondre à l'objectif. C'est ça la distinction entre la performance, qui est plutôt une mesure utile, mais pour les commodités, c'est-à-dire les métiers qui font des choses qui sont standards et standardisées et attendues et nécessaires pour tous. Par exemple, produire de l'eau, de l'électricité, etc. Ce sont des commodités. La partie intéressante, c'est celle où on développe quelque chose qui permet de nous projeter dans le futur. Et donc là, on fait appel aux objectifs. Et une des méthodes de manager aujourd'hui, c'est de manager non pas par les KPIs, les Key Performance Indicators, mais de manager par les OKR, Objective Key Results. C'est-à-dire qu'on fait appel à l'intelligence de l'humain et non pas à sa capacité de produire à la chaîne. C'est ça la différence aujourd'hui, c'est que lorsqu'on aligne la mission avec son travail au quotidien, et donc c'est un rôle finalement de dirigeant aussi, c'est aux dirigeants d'être très clair sur quelle est la vision, quelle est la mission, quel est l'objectif, à quoi ça sert. Et c'est ça aujourd'hui la mission. Une autre question d'un non-boomer, justement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gaspard de la Ruelle, ingénieur en électronique et aujourd'hui étudiant à l'EM Lyon en entrepreneuriat et management de l'innovation. Je voulais vous poser une question sur le consulting. Donc les métiers du numérique et de la gestion de projet sont de plus en plus externalisés par les entreprises. Les consultants sont employés par une entreprise de consulting et naviguent d'entreprise en entreprise au gré des projets et des missions. Parallèlement, Uber, on en parlait tout à l'heure, ils ont inventé une nouvelle manière d'externaliser une partie de leur activité en prenant des livreurs auto-entrepreneurs. Alors, d'après vous, quel sera l'impact de ces pratiques sur les contrats de travail et sur les manières de travailler? Alors, vrai sujet dont l'externalisation fait partie, et cette incroyable histoire d'Uber. Peut-être Christophe Mouisset, allez-y, je vous en prie, puis après des compléments de réponse. Disons qu'on en parlait tout à l'heure, hein, une entreprise, 400 ans, hein, d'accord, c'est un écosystème vivant. Okay, et dans une entreprise, c'est quoi le contrat de travail? Déjà, c'est le travail. D'accord, et la forme des contrats de travail, elle est déjà diverse. C'est-à-dire que tu as des collaborateurs permanents, tu as des freelances, tu as des consultants, tu vas avoir demain accès à des plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir aller chercher de l'expertise pour demander un travail pendant un temps limité. Et puis, tu as aussi, bien évidemment, des consultants. Donc, en fait, je dirais que cet écosystème-là, il va perdurer. C'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, il y aura
Il y aura des gens qui sont là, comme tu disais tout à l'heure, qui sont là, qui sont engagés dans le projet de l'entreprise, et ceux-là peut-être seront contractés par l'entreprise d'une certaine manière. Et puis il y a ces compétences éphémères qui vont venir, qui vont faire un passage, qui vont contribuer à la global picture, mais qui quelque part s'en iront après. Et ce va-et-vient, ben, c'est la vie. Hein. On le sait, on n'est plus dans le monde des stocks, on est dans le monde des flux. Okay, et ça, il faut en prendre conscience. On va avoir des temps de plus en plus éphémères de passage, et des gens qui, eux, vont s'inscrire dans la durée. Tariq Krim. Tariq Krim, puis Yann Léchel. Allez-y, je vous en prie. En fait, dans votre question, il y a plusieurs questions. La première, c'est celle du consulting, et puis ensuite celle des travailleurs à la demande. Alors la question du consulting est intéressante parce qu'en France, dans les années 90, finalement, on a fait une chose assez bizarre, qui est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons du déclassement de la France dans le domaine notamment du numérique, c'est qu'on a tout délocalisé. On a délocalisé toutes nos entreprises. Alcatel était le numéro 1 mondial, je rappelle, numéro 1 des télécoms. La France, dans les années 90, fabriquait un téléphone mobile sur 3. Et puis un jour, on ne fabriquait plus rien. Et on ne fabriquait plus rien, et les gens qui ont fait ça ont cru que parce qu'on ne fabriquait plus rien, c'est pas grave, on a l'intelligence, on a les ingénieurs et on fabriquera après. Mais la véritable intelligence, c'est de faire. Mais surtout, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est la complexité. Une société comme Tesla vaut plus de 1000 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'elle a créé sa propre filière de construction de batteries. Elle n'a pas fait ce qu'ont fait les autres, c'est-à-dire acheter des batteries. Ils ont acheté les produits, ils ont sourcé les produits, ils les ont construits. Apple, qui fabrique l'iPhone, le produit manufacturé le plus complexe, quand on le prend du minage des mines jusqu'à le produit final, est un produit d'une complexité extrême. Et cette complexité peut se faire parce qu'on a les gens. Dans l'informatique, on a fait la même chose. On a fait la même chose avec l'État. On a dit on va délocaliser aux grandes entreprises, aux grandes SS2I, et il n'y a plus d'informaticiens. Qu'ont fait les gens de la Silicon Valley quand l'iPhone est arrivé, quand l'Internet a commencé? C'est mon savoir-faire interne qui a de la valeur. Si quelqu'un d'autre fait ma boîte et que cette boîte fait faillite, ce qui est arrivé de nombreuses fois, ben je fais faillite de facto. Et donc toute cette idée qui fait qu'on s'appuyait sur des grandes SS2I, maintenant on appelle ça des ESN, était une mauvaise idée. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les entreprises essayent de faire l'inverse. Elles veulent faire comme les startups, elles veulent faire comme Google. Google embauche ses ingénieurs. Moi, Uber embauche tous ses ingénieurs. D'ailleurs, pour la petite histoire, je connais bien les fondateurs, une partie des ingénieurs étaient déjà localisés en France. Ils faisaient à la fois du télétravail, mais les gens travaillaient exclusivement pour eux. Et donc, c'est parce qu'on a la compétence en interne qu'on sait faire les choses. Et pendant des années, on a pensé l'inverse, on a pensé qu'un bon cahier des charges résolvait le problème. Le problème, c'est que quand on fait des cahiers des charges, on a des produits logiciels qui ne marchent pas. CF, le produit avec la police, a commandé un simple éditeur de texte, incapable d'être livré, qui ne marchera jamais, et ils n'ont même pas de recours contre l'entreprise qui l'a faite. Donc, ce qui est très important, c'est que la force des startups et la force des entreprises, c'est d'avoir une core team très forte. C'est la force d'Apple. D'ailleurs, Apple a demandé à tous ses ingénieurs qui travaillent sur le matériel de revenir, parce qu'on ne peut pas travailler à distance. On est sur un tableau blanc et on est obligé de travailler ensemble. Maintenant, sur la deuxième question, qui est la question du travail à la demande. Alors, je suis un peu en conflit par rapport à ça, parce que d'un côté, je trouve ça agréable. Hein. J'ai même apprécié au tout début son usage, et aujourd'hui, je suis quand même inquiet de voir qu'on a toute une sous-classe de travailleurs. Il n'y a pas que d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les travailleurs du clic. Vous savez, on vous dit que l'intelligence artificielle, ça marche très bien, mais en fait, il y a plein de gens qui sont rémunérés entre 50 centimes et 1 euro pour corriger les erreurs d'intelligence artificielle sur des sites comme Amazon, Google, parce que l'intelligence artificielle fait énormément d'erreurs, on peut avoir jusqu'à 20% d'erreurs. Et ces gens-là, en fait, et là, il faut vraiment parler d'un point de vue global au niveau du pays, il va falloir qu'on s'assure que, quelle que soit la manière dont les gens travaillent, le type de contrat qu'ils aient les mêmes droits, qu'ils aient accès à la sécurité sociale, qu'ils aient accès à la retraite, qu'on ne crée pas, en fonction du côté d'où vous êtes du smartphone, la personne qui commande ou la personne qui court après les courses, dont d'ailleurs le patron est en fait un algorithme, puisque personne d'autre qu'un algorithme décide des courses.
Donc créer un monde humain, un monde stable est très important parce qu'au départ, ça a l'air d'être une très bonne idée. Et puis, quand on a eu vous avez vu avec Trump, la politique sur l'immigration a fait que plein de gens ont arrêté d'être Uber. Il y a eu aussi le fait que beaucoup de gens qui faisaient du Uber en voiture se sont mis à la livraison de repas. Et donc, il n'y a plus de voitures. Et aujourd'hui, pour aller de n'importe où à New York, à l'aéroport, ça vous coûte plus cher que le billet pour aller de New York à San Francisco. Et ils n'ont pas de solution. Et donc, on a aussi créé des systèmes qui ne sont pas stables sur le long terme. Le problème des startups, c'est qu'on doit disrupter. Le rôle de l'État, c'est de ralentir et de s'assurer qu'on donne du sens sur le long terme et pas uniquement ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Dans 5 ans, tout a l'air merveilleux et 10 ans après, on parlait d'intelligence artificielle, maintenant on parle de cloud, avant on parlait de big data, on va parler de quantique, parce qu'on a l'impression en fait qu'on a épuisé le discours marketing. Et donc moi, je pense que vous allez faire une start-up aussi si vous êtes à l'EM Lyon. Voilà. Donc la première des choses à apprendre, c'est d'apprendre à rencontrer les bonnes personnes, de passer du temps. C'est vraiment une expérience. Je ne savais pas le faire au départ. Et à force de rencontrer des gens, je me suis dit, ah, cette personne, pour l'instant, je suis en mode sabbatique, donc je n'ai pas d'entreprise. Mais quand je vois des gens, je me dis, ah, tiens, lui, je l'aurais bien pris pour ça et ça. Et donc, ce côté des interactions sociales est très, très important. Beaucoup plus, à mon avis, que la question numérique. Yann Léchelle, puis Valérie Godard. Alors le sujet des consultants, je pense que c'est un mal français. Et Tariq a brillamment expliqué la genèse de ce mal français, malheureusement. Mais la question évoque pour moi le fractionné, c'est-à-dire comment est-ce que dans une vie, on travaille dans un modèle plutôt sous forme de mission, on rejoint une entreprise, une mission, etc. Et ensuite, peut-être, dans la vie, on va prendre des missions beaucoup plus courtes et on deviendra mercenaire. Et il me semble que tu l'avais évoqué, Tariq, tout à l'heure, lorsqu'on sort de l'école, il ne faut pas se précipiter à devenir entrepreneur. Alors c'est excellent de pouvoir le faire lorsque les étoiles sont alignées. Trouver le bon projet, les bons associés pour le faire. Mais ça ne doit pas être une évidence parce qu'on apprend énormément en entreprise. Et il me semble qu'il pourrait y avoir une trame à dessiner, peut-être une stratégie de carrière qui consisterait à travailler d'abord dans des entreprises, quelques années, et ensuite changer d'entreprise, pour peut-être au milieu de la vie d'adulte, lorsque les enfants arrivent, par exemple, avoir du fractionné, et donc de remplir des missions beaucoup plus courtes, beaucoup plus ponctuelles, ce qui permet aussi de se replier sur la famille, et plus tard, reprendre des missions plus longues, avec des enjeux sociétaux plus forts, c'est-à-dire moins orientés productivité, plus orientés transmission, au niveau des générations. Donc on peut imaginer une trame comme ça qui se définira, parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans le réactif. Certains ne choisissent pas leur carrière, et donc ils sont obligés de prendre ce qui leur tombe sous la main. D'autres sont plus stratèges, d'autres ont des réflexions plus philosophiques. D'ailleurs, Tariq a écrit une newsletter hier, et il évoque différents modèles de réflexion sur sa propre carrière, ses propres projets et ses propres passions. Voilà, donc tout ça évoque pour moi cette évolution entre les métiers. Peut-être qu'elle doit exister au sein même d'une carrière. Si on commence à travailler, disons, à 20 ans et qu'on finit à 60, ça fait 40 ans. Si on évolue tous les 2 ans, ça fait une vingtaine d'emplois, peut-être de projets, etc. Eh bien, tous n'ont pas pour vocation à durer 2 ans. Peut-être que ça évolue. Et on parle assez peu des femmes, d'ailleurs. Les femmes n'ont pas eu accès au marché du travail pendant très longtemps. Et les femmes ont aussi souvent, sinon l'espèce ne se reproduit pas, la nécessité d'arrêter à un moment donné. Mais les parents, hommes comme femmes, peuvent décider de passer du temps à élever les enfants. Eh bien, les femmes ont cette avance sur les hommes parce qu'elles ont eu, en tout cas sur les 50 dernières années par exemple, la capacité de développer une approche portefeuille sur le métier. Là où les hommes étaient beaucoup plus linéaires dans leur carrière, parce qu'ils avaient traditionnellement moins la responsabilité de gérer la famille. Et donc, on peut constater qu'au sein même des générations, les femmes ont dû gérer cette rupture et composer avec cette nécessité familiale. Donc c'est assez complexe parce que ça dépend aussi des cultures, des générations, etc. Mais ce fractionné, à mon avis, va être généralisé. On va devoir s'arrêter, reprendre, composer. C'est en évolution. Valérie Godard. Oui, donc là aussi, complètement aligné avec mes voisins, j'aurais pu dire la même chose, donc on est vraiment en phase.
Juste 2 compléments sur l'histoire du conseil. Quand on se place du point de vue de l'entreprise ou du salarié, il y a aussi des possibilités parfois pour cocher les 2 cases, de trouver dans des entreprises des boîtes de conseil. Nous, par exemple, il y a 4 ans, on a créé une boîte de conseil, NJ Consulting, donc il y a une centaine de salariés, que ce soit des très expérimentés ou des tout jeunes, qui pour des raisons différentes ou pour des raisons de famille ou pour des raisons d'apprentissage, ont envie de faire du conseil, mais finalement ils vont le faire chez nous, ils ne vont pas le faire ailleurs. Donc ça c'est un complément sans rentrer dans le détail du pourquoi, comment, mais ça existe, donc c'est bien de pouvoir avoir ce genre de passerelle. Et puis pour répondre à une question qui a été posée avant sur l'histoire des formations, je voulais juste dire aussi qu'on s'est placé du point de vue, alors soit du RH ou du non-RH, du manager, mais c'est aussi important d'écouter et que les salariés eux-mêmes se prennent en charge. Moi, je m'occupe des communautés NJ ou des networks, en tout cas, on croit que ces écosystèmes ont du poids. Et quand j'écoute les communautés de data scientists, de femmes, de jeunes, de RSE, d'entrepreneurs, ce que vous voulez, il y en a plein, je les incite, et ils le font eux-mêmes, à s'exprimer en tant que communauté de salariés auprès du management ou des RH pour dire, moi, j'ai besoin de me former là-dessus, en tant que communauté qui connaît. Donc voilà, c'est important aussi de se dire que les gens ont le pouvoir en eux s'ils se mettent en collectif avec ou par leur manager ou leur RH. Et ça, c'est un mouvement de fond qu'il faut écouter, et c'est très positif aussi de savoir que ça peut exister et apporter de la valeur à tout le monde. Voilà. Autre question de nos camarades étudiants, je vous en prie. Bonjour à tous, donc je m'appelle Guillaume Péter, je suis ingénieur en système embarqué en cybersécurité et je suis à l'ESSEC dans le Master in Management. Alors, question autour de l'industrie. Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants font des études longues, les amenant à travailler dans le secteur tertiaire, loin du monde de la technique. Pour pouvoir réindustrialiser l'Europe, nous allons avoir besoin de personnel compétent sur des enjeux industriels techniques. Quelles seront, selon vous, les formations des métiers de demain dans ces domaines ? Alors, des réponses courtes, mais tout aussi riches, ce qui est une contrainte dans l'exercice. Ça nous permettra ensuite de passer aux questions du public et du reste de l'assistance. Allez-y, Yann Léchel. J'ai lu un article hier concernant la Chine qui a dressé une liste de 1800 entreprises chinoises, et l'injonction est la suivante: vous devez arrêter d'utiliser des technologies américaines et européennes. 1800 entreprises. Voilà, donc c'est exactement ça la réponse, c'est-à-dire qu'il faut commencer à se ressaisir et de s'approprier ces sujets de faiseurs d'un point de vue technique. Tariq a sans doute la même lecture. Voilà, il faut probablement, alors ça dépend aussi si on se considère citoyen du monde ou citoyen français, européen par exemple, parce que la création d'un point de vue technologique permet de capter de la valeur. Cette valeur est une valeur mercantile, mais si une entreprise capte cette valeur, elle va pouvoir la redistribuer localement, en payant des impôts localement, en créant des emplois localement aussi, même s'il y a du télétravail. Mais le centre de gravité de la création de la valeur va favoriser le territoire qui la détient. Et donc, c'est un choix individuel. On peut décider d'aller travailler en Inde, on peut décider d'aller travailler aux États-Unis. Mais si on reste en France et qu'on pense que la France est un terreau favorable pour nos enfants, donc il faut se projeter un petit peu, et bien dans ce cas-là, il faut réfléchir à cette captation de valeur et moins dépendre sur des consultants qui vont peut-être utiliser des technologies tierces ou extraterritoriales qui vont capter l'essentiel de la valeur. Et c'est le débat du jour sur les technologies du cloud, ce sera le débat demain sur le quantique. La cybersécurité est un sujet, c'est-à-dire qu'on est aussi dans des géopolitiques conflictuelles, et donc l'arme de dissuasion, c'est celle lorsque nos compétences sont capables de défendre nos intérêts. Et si on pense à la France et l'Europe, nos intérêts sont autour de nos valeurs communes, nos valeurs européennes, sur la liberté d'expression, etc., etc. Merci Yann. Un complément de réponse tout aussi concis, Tariq, peut-être même encore plus. Bon, déjà, je suis content de voir que vous allez travailler dans un des domaines, à mon avis, les plus fascinants, parce que je suis un peu biaisé. Je viens de passer 3 conférences sur la cyber, entouré de généraux et de gendarmes, et qui sont terrorisés par ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui s'est passé pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, et qui pensent clairement que le premier rôle du futur président de la République, quel qu'il soit, sera de gérer 10 fois plus d'attaques que ce que le Japon a connu. On a
un véritable problème aujourd'hui d'un point de vue industriel, je suis d'accord évidemment avec tout ce que tu as dit, c'est qu'on a 3 typologies de gens normalement. On a les bâtisseurs. Quand on réfléchit on pense à une idée, je réfléchis à comment je vais le faire. On a le profil des consultants. Je regarde qui va le faire, je fais du benchmarking. Et puis on a les communicants. Il y a un truc qui est en train de se faire. Je ne sais pas trop, mais j'en parle. Dans une entreprise, il faut la bonne combinaison de ces 3 profils. Il ne faut pas que des bâtisseurs, il faut de tout. Mais aujourd'hui, à la tête de nos grandes entreprises et puis de certaines de nos élites politiques, nous n'avons plus que des consultants. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'on puisse faire des choses. Or, ce qu'on nous a expliqué, ce que les États-Unis ont dit à l'Europe dans les années 70, vous ne savez pas faire des avions, vous ne pourrez pas faire des avions. Il se trouve là qu'à Dubaï, il y a 2 jours, on a vu les résultats, 460 commandes d'Airbus, 80 de Boeing. Dans les années 80, on nous a dit, vous ne pouvez pas faire de fusée. Et pourtant, Ariane est devenue, je rappelle, quand la navette spatiale est devenue malheureusement trop coûteuse, c'est devenu le principal lanceur. Et aujourd'hui, on nous dit, vous ne pouvez pas faire de cloud, vous ne pouvez pas être un grand pays dans le domaine du cyber. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est, a-t-on les bonnes personnes aux commandes? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est votre génération qui va permettre à ces choses de se réaliser. Voilà, je voulais être pas trop long. Merci, merci à nos étudiants de ce panel de ces questions. Et merci Tariq d'avoir été concis. Je vais maintenant me tourner vers le public dans l'assistance et je cherche préalablement la personne qui va vous apporter un micro. Est-ce qu'elle est par là? Et j'ai vu des mains se lever au fond. Donc peut-être une première question. Vous n'aurez pas 4 réponses, hein, vous en aurez une. C'est un peu moi qui vais distribuer les ballons entre nos invités, mais ce qui nous permettra de répondre à plusieurs questions, je l'espère. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. En fait, vous avez tous raison, mais j'ai l'impression, à vous écouter, que vous raisonnez un peu de manière micro, c'est-à-dire projeté dans vos entreprises respectives. Et en fait, moi qui travaille sur la problématique de l'emploi depuis plus de 20 ans et de la transformation, je crois qu'il faut une vraie révolution, mais une vraie révolution culturelle, et que par exemple, cette table ronde aurait pu s'appeler les compétences de demain. C'est-à-dire, moi je crois, et je trouve qu'en France, nous sommes très en retard là-dessus, versus les pays anglo-saxons. Il faut que les individus, mais tous les individus, quels que soient les âges, ceux qui sont en capacité d'être des actifs, donc au travail, puissent se projeter comme des matériaux qui pourront modeler à l'infini, comme ça, quels que soient les métiers qui vont surgir, les gens pourront se réinventer, entre guillemets, pour pouvoir s'adapter à l'évolution, parce que le temps, qu'on le veuille ou non, s'accélère. Et je crois que si on est trop lent, puisqu'il y a également notre rapport au temps et à la bureaucratie qui nous freine énormément et qui fait que, alors qu'on a plein de compétences, beaucoup de potentiel, on prend beaucoup de retard en réalité dans les mutations du monde. Alors, combler notre retard, Tariq Krim, une réponse la plus courte possible. J'allais vous dire que je pense plutôt l'inverse. Je crois que alors, Alvin Toffler, dans les années 80, avait écrit le choc du futur et disait que l'illettrisme du prochain siècle serait non pas le fait de ne pas savoir lire ou écrire, mais d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on est dans un monde bizarre où les gens qui ont la compétence, on dit souvent que ce sont les jeunes qui font de la programmation. En fait, ce que j'ai découvert dans la Silicon Valley qui m'a fasciné, c'est que vous avez des gens de 50 ans qui sont des génies en informatique. Et vous allez avoir des gens qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont déjà compris les codes du nouveau monde. Et donc, on va se retrouver en fait où une jeune génération va nous apprendre le monde qu'on doit construire et l'ancienne génération va, d'une certaine manière, réaliser ou nous aider à réaliser. Donc, on est en train d'inverser les choses. Moi, je pense véritablement qu'on est dans un monde où les ressources matérielles sont limitées, la capacité d'énergie à produire dans le monde est limitée et qu'on ne pourra pas faire, on ne pourra pas accélérer. Au contraire, il faut décélérer. Et il faut construire des choses qui seront beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples. Vous parlez de bureaucratie, je suis entièrement d'accord, mais la bureaucratie, elle est aussi liée au fait qu'on a créé une complexité illusoire parce qu'on ne veut pas répondre à des questions simples qui sont comment se nourrit-on, comment produit-on de l'énergie, que veut-on faire, quelle est la place de la culture, de l'art, de la science dans un monde où en fait la productivité ne peut pas être la seule réponse. Ça, c'est une vision très anglo-saxonne. Et je crois qu'une des raisons aussi pour laquelle tout le monde veut venir en Europe, c'est parce on est très productif, mais quand on sort du boulot, on déconnecte, on prend le temps de passer du temps avec ses amis, et le lendemain, on redevient très productif. Aux États-Unis, qui habitaient assez longtemps là-bas, on est en non-stop sur son BlackBerry,
une invention très anglo-saxonne, et on n'arrive pas à déconnecter du bureau, parfois jusqu'à minuit, parce qu'on a toujours des networking events. Autre question qui n'était pas très loin de vous, je crois. Je suis désolé, j'ai étouffé des Bonjour. applaudissements. Alors, je prends une question là-bas, et puis après une derrière moi. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je suis grand-mère de 4 petits-enfants, dont 2 sont en terminale. Et je leur ai dit que j'allais suivre une conférence sur les métiers de demain. Et ils sont extrêmement intéressés de savoir quels sont les métiers de demain qui s'ouvrent à eux. Et ce n'est pas une réponse, c'est pas une question à laquelle on a répondu. On a dit plein de choses super intéressantes et ça volait très haut, mais on n'a pas répondu à cette question concrète. Alors, merci madame. On va donc redémarrer le débat. Alors, lequel d'entre vous veut répondre à une question? Quels sont les métiers de demain? Alors, ils ne se bagarrent pas, hein, vous avez remarqué. Peut-être quelques... Yann Léchelle, je vous en prie, allez-y. Courte réponse, hein, désolé madame. Allez-y. Je ne sais pas quoi répondre. Parce que on a évoqué évidemment ces leviers qui font que les métiers de demain vont être différents. C'est plutôt de l'apprentissage qui va former. J'ai moi-même des enfants, lycée et études supérieures. Les fondamentaux restent essentiels. Les fondamentaux, c'est-à-dire les langues, les mathématiques, les sciences dures, la littérature avec les langues. Et ce sont les fondamentaux, c'est-à-dire que ces fondamentaux nous permettent d'évoluer dans l'imaginaire à travers la littérature, d'évoluer dans le technique à travers les mathématiques, les sciences dures, la physique, la chimie. On va entrer dans une époque où on va être beaucoup plus proche de la biologie. On est d'ailleurs en train de vivre une révolution avec les vaccins qui sont en train de reprogrammer une partie de notre génome ponctuellement pour répondre à une attaque virale. Donc ces métiers-là sont essentiels et ils ne sont pas tous connus, notamment parce qu'il y a des permutations grâce au numérique. Donc un des métiers qui va surgir, c'est celui d'être à la fois biologiste et informaticien. Parce que l'informatique permet de combiner des milliards de molécules, c'est-à-dire que là où l'humain, jusqu'à présent, inventait des solutions en essayant, en se trompant, en trébuchant pendant toute une vie, et on peut penser aux grands inventeurs, en fait, c'était des gens qui étaient extrêmement fouillis et qui, un jour, tombaient sur une bonne idée ou une bonne chance. Mais l'informatique de demain, combinée avec certains métiers techniques, va proposer de nouvelles évolutions. C'est là où il y a une combinaison heureuse entre, j'espère, la machine et l'homme. Et enfin, les métiers de langue, qui peut-être, eux, vont disparaître. Parce que justement, il est facile aujourd'hui d'utiliser une interface qui va peut-être même se greffer sur notre corde vocale et parler toutes les langues à la fois. Donc celui-ci, j'ai moins d'espoir. Mais voilà. Christophe, oui, c'est... Oui, merci Yann. Très court. Ouais, je vais essayer d'être très pragmatique dans ce que je vais vous répondre. Bon, déjà, les métiers de demain, forcément, comme ils sont de demain, on ne les connaît pas. Mais par contre, on sait autour de quoi ils vont s'organiser. Alors, c'est quoi ? Autour de quoi ça va s'organiser? Où vont être les métiers de demain? Ben, forcément, là où on a des problèmes, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire l'énergie, puisqu'on en manque. C'est autour de l'explosion technologique, bien évidemment. Mais vous avez aussi autour de la nourriture, donc l'agriculture, la biodiversité, parce que sinon on va tous y passer rapidement, le manque de ressources. Donc c'est pour ça qu'on fait de l'exploration de fonds marins, c'est pour ça qu'on veut aller sur Mars. Donc voilà, les ressources, mais aussi comment en utiliser le moins possible. Et puis, bien évidemment, la santé. Parce que n'oubliez pas qu'on vit de plus en plus vieux. Donc autour de la santé, la longévité, cette fameuse silver economy dont on nous parle, c'est ça, les métiers de demain, ils vont se trouver dans tout ça. Et c'est pour ça que je suis très optimiste et très confiant. C'est parce qu'il va y avoir une multitude de métiers qui vont se générer autour de ces grands agrégats qui sont nos peurs, nos craintes, nos envies pour demain. Par ailleurs, madame, vos 4 petits-enfants qui pourront visionner ce débat en replay, vous leur dites d'écrire de ma part à nos 4 invités.
stage, emploi, travail, entretien, mémoire. Ils seront à votre disposition. Donc ça, c'est un élément de réponse concret qui compense, j'espère, la pauvreté de ce débat. C'est terrible. Je vais me tourner vers les questions qui sont là. Est-ce que vous avez un micro? Alors, une première question. J'en ai un. Je ne sais pas si vous m'entendez. Aurélie de la Cotardière. Moi, je viens de terminer des études à Sciences Po. Je viens de terminer un executive master dans les médias et le numérique. Et je suis consultant formateur, puisqu'on parlait des consultants précisément. J'ai assisté à une conférence d'Aurélie Jean sur les algorithmes avant-hier. Et justement, vous parliez du développement du secteur de la santé avec les algorithmes. Je trouve qu'il y a une chose qui était assez rassurante dans ce qu'elle a dit. C'est que les algorithmes ne créent pas d'autres algorithmes, mais que grâce au machine learning, évidemment, ils se développent et qu'on peut se servir de ces algorithmes. Je vois que M. Krim fait la moue, mais je serais contente d'entendre votre réponse, parce que justement, si je l'évoque ici ce soir, c'est pour la confronter à ce que vous pensez. Et il y a une autre chose que je suis contente d'avoir entendue de la part de Madame Godard, c'est tout ce qui est les formations des personnes qui sont des artisans, des métiers manuels. Moi, je ne suis plus une étudiante comme ceux qui ont été interrogés précédemment, même si je viens de terminer mes études, je n'ai pas leur âge. Et ça fait très longtemps que j'entends que les filières courtes, très diplômantes et très spécialisées dans ces métiers-là, ne sont pas valorisées en France, qu'on reste dans l'hyperspécialisation en France. L'Allemagne a très bien réussi à faire ça. Pourquoi est-ce qu'en France, moi depuis 20-25 ans, j'entends toujours ce même discours, et que face à la désindustrialisation qui est la nôtre aujourd'hui, pourquoi est-ce que ces politiques-là ne changent pas? Merci Madame. Tariq, vous avez été désigné, mais peut-être que Christophe volera à votre secours tout à l'heure, je ne sais pas. Peut-être. Non, alors un seul répondant et une réponse très courte, comme ça on va Absolument. prendre une autre question. En fait, ce que j'essaye de dire souvent à propos de la technologie, c'est que la technologie, il n'y a pas une technologie, il y a une vision idéologique. Il y a deux visions en fait idéologiques de l'informatique. Depuis les années 60, deux personnes, qui étaient d'ailleurs à 500 mètres l'une d'entre elles à Stanford, ont inventé les deux approches. La première, Doug Engelbart, qui a inventé le bureau, ce qui a été plus tard le Macintosh, l'iPhone, disait l'informatique va permettre d'augmenter la capacité humaine, augmenter l'intellect humain, c'était sa phrase précise, dans les années 60. Et à côté de lui, il y avait John McCarthy, qui est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, et qui disait la machine va remplacer l'homme. Et donc au départ, les deux technologies, il y en avait une qui a évidemment gagné, c'était celle du bureau, mais maintenant l'intelligence artificielle arrive. Et donc il y a dans la technologie toujours cette question, est-ce que c'est parce que nous pouvons que nous devons faire? Et c'est une question très importante, parce que quand on voit la manière dont Facebook nous a traités depuis 10 ans, les réseaux sociaux et les grandes plateformes, c'est une vraie question. C'est pour ça que quand je parlais de ça, c'est que dans la biologie, qui devient effectivement, comme tu l'as dit, ce qu'on appelle la biologie synthétique, donc elle devient numérisable, se poseront les mêmes questions. Et je terminerai juste par un des points qui me semble essentiel et qui n'est pas suffisamment appris en informatique, c'est la question de l'éthique. L'éthique, ça s'apprend, c'est pas inné. Et quand on voit la manière dont certains logiciels ont été faits, pensés, on se rend compte que ça doit s'apprendre longtemps et c'est une question d'expérience. Et donc, toute la question qui se pose et tout le débat qui va se poser, c'est que vous avez des gens qui auront les capacités de faire, d'exprimer, de développer des programmes. Je préfère le terme de programme à algorithme. Et à côté, des gens qui, peut-être comme vous le serez, dans des domaines très précis, seront capables d'aiguiller ces ingénieurs pour leur dire voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et de tester les choses. Aujourd'hui, on lance des choses et on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, mais en fait, comme on ne les a pas testées, ça pose un vrai problème. Voilà, c'était juste mon petit point qui expliquait ma petite moue. Petit complément de réponse à votre question de la part de Valérie Godard. Oui, deux petites choses. Alors, madame, d'abord, je suis moi aussi maman d'un adolescent qui est en terminale et qui me pose les mêmes questions. Et la chose que j'ai envie de lui dire, ça va vous paraître trivial, mais j'insiste énormément, c'est, et je lui dis, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Parce que moi, je vois beaucoup d'adolescents autour de moi qui sont dans le devoir. Quels sont les métiers de demain? Qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Il y a plein d'opportunités, monsieur les a très bien rappelées, je partage complètement. Écologie, biodiversité, il y a plein de choses fascinantes qui sont en train de se faire. Mais surtout, on oublie souvent de dire aux enfants, qu'est-ce que tu aimes? Et si tu aimes,
ta passion va quand même te conduire à réussir, que ce soit un métier super spécialisé, un métier super manuel, ce que vous voulez, mais n'oublions pas de leur dire ça, parce qu'ils aiment beaucoup de choses et ils ont beaucoup de capacités en eux, et parfois en France, on a tendance à parler hard skills et pas soft skills et pas personnalité, donc ça j'y tiens beaucoup. Et deuxième chose, juste, bon, évidemment, je suis d'accord avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les métiers d'art, d'artisanat sont une vraie richesse pour la France et sont encore trop méconnus ou pas assez valorisés comme ils le devraient. Par contre, un message d'espoir, je trouve, il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça, mais je suis beaucoup présente dans l'univers de l'éducation au sens large. Je vois pas mal d'acteurs. Alors, il se trouve que c'est plutôt des acteurs privés. Très bien, la vie est un mouvement de balancier, ça va suivre, mais qui sont en train de créer des écoles, créer des formations autour de ces métiers manuels. Donc, message d'espoir. Voilà, c'est pas à la hauteur encore, mais ça bouge un peu, mais on est d'accord. Une ultime question. Madame, on va vous apporter un micro devant, au premier rang, pardon. Je vous en prie. Je suis désolé, ce n'est pas une question, c'est une réponse. Et c'est une réponse à cette grand-mère et une réponse aussi à madame. Je suis aussi grand-mère, j'ai 7 petits-enfants et j'ai une petite fille. Et alors, pour répondre à votre question, et à monsieur qui en a parlé, je suis désolé, je ne me souviens pas votre nom, monsieur. Non, le chef d'entreprise, là. Non, voilà, vous. Bon. C'est bien vous, Yann. Hein, voilà. Moi, je l'ai mieux, là. J'ai une de mes petites filles qui fait de la biologie plus de l'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, ça va faire du monde à recruter, tout ça. Alors, autre observation ou autre question dans cette... Donc, c'est un métier d'aujourd'hui et de demain. Merci, madame. Autre question ou observation, peut-être, dans cette partie-là de la salle? Je suis désolé, je ne vous vois pas. Mais je peux rajouter un petit truc, Frédéric, là? Oui, bien sûr. Alors, ouais. Un complément de la part de Christophe et après votre question. Parce qu'on a parlé des soft skills, on a parlé des hard skills, on parle aussi de compétences transversales. Et en ce moment, parce qu'on aime bien tous ces noms compliqués, on parle des mad skills. Et les mad skills, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quoi mon talent? C'est quoi ma singularité? Et ça, c'est fondamental parce que, vous vous souvenez, moi je me souviens, quand on rencontrait des gens, ben alors, qu'est-ce qu'elle fait ta fille? Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ah, il a trouvé une place chez machin. Une place? Mais c'est pas une place qu'on veut leur offrir. C'est leur place. C'est sa place. C'est ma place. C'est où ma place? Et en fait, on ne peut trouver ça. C'est pas, effectivement, on n'est pas là en train de répondre à une attente. On doit répondre à notre attente. Et c'est là où le talent que l'on a, les qualités que l'on a, il faut qu'on apprenne à les découvrir pour pouvoir savoir ce qu'on a envie de faire et au profit de quoi on peut donner son talent, quoi. D'accord? Voilà. Merci Christophe. Alors monsieur, vous avez une question et un micro. Allez-y, je vous en prie. Effectivement. Alors moi je vais reprendre l'exemple de madame la grand-mère qui a 4 petits-enfants. Moi j'ai posé la question à des enfants il n'y a pas longtemps de qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et j'ai eu une réponse assez surprenante, c'est moi je veux être youtubeur. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de jouer à des jeux vidéo en ligne et que les gens me regardent et qu'ils me donnent de l'argent, parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui avec ça. Et vous avez pris l'exemple des GAFA plusieurs fois, qui est une industrie qui n'existait pas il y a quelques années de ça, qui aujourd'hui est la 3e industrie du monde. Enfin, voilà, ça gagne beaucoup d'argent. Et finalement, on se pose la question, on se dit, on a envie de changer le monde, l'écologie, faire plein de choses pour l'industrie, mais ceux qui gagnent le plus d'argent et qui vont en gagner encore plus, puisque pendant le Covid, ils en ont gagné toujours plus, ce sont les GAFA qui créent une réalité virtuelle. Notamment, vous avez peut-être entendu parler du casque de réalité virtuelle de Facebook, qui demain nous plongera dans un appartement, on rentrera chez soi et puis on voyagera avec ce casque. Finalement, on voit que de plus en plus, on investit dans ce virtuel, en oubliant ces grands concepts et ces mondes honorables dont vous parlez, d'essayer de changer le monde et d'avoir cette économie circulaire qui nous permet d'avoir quelque chose de pérenne. Et du coup, moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait contre ça? Puisque finalement, on investit toujours plus dans le virtuel, et finalement toujours moins dans ce qui fera que les gens auront à manger et pourront continuer à vivre paisiblement. Merci de votre question, monsieur. Et Yann Léchelle. Donc, je n'ai pas malheureusement la source, mais j'ai vu une statistique qui indiquait que
le métier de YouTuber était le métier préféré, en tout cas projeté, en Angleterre et aux États-Unis, et qu'en Chine, le métier projeté, c'était astronaute. Astronaute, voilà. Donc on en revient à la question de qu'est-ce qu'on va développer comme compétence pour savoir faire à nouveau, parce que le métier de YouTuber est un métier qui correspond à une approche mercantile du gratuit de ces grandes plateformes américaines. Et même si nous avons une proximité avec les États-Unis d'un point de vue culturel, donc on ressemble par exemple plus aux États-Unis qu'à la Chine, qui fonctionne différemment, il n'y a pas de jugement là-dessus. Pour autant, les plateformes américaines ont été conçues aux États-Unis, en Californie, et nous imposent un mode de fonctionnement, et Tariq l'évoquait tout à l'heure, pendant la pandémie, on n'avait plus que ça à utiliser, parce qu'ils avaient finalement créé un modèle qu'ils nous imposent d'un point de vue économique, parce qu'on n'a pas su faire mieux en attendant. Donc je reviens aux fondamentaux. Il faut savoir faire, il faut bien maîtriser les fondamentaux, peut-être même composer avec des nouvelles sensibilités qui correspondent à nos valeurs profondes. Donc qui je suis, dans quelle société et quelle société je désire avoir. Là, c'est un rôle de tous les jours des parents, autant que des enseignants, c'est-à-dire travailler un petit peu cette projection, décrypter le monde dans lequel on vit, et c'est compliqué. Tariq Krim. Attendez, Tariq Krim va apporter un dernier complément de réponse. Vous allez poser une courte question auquel on répondra, puis après on conclura. Tariq, très concis. Juste très brièvement, tu parlais du métier d'astronaute. Il faut se rappeler la raison pour laquelle la Silicon Valley existe aux États-Unis. En 1957, il y a un drame aux États-Unis, Sputnik. Soudain, les États-Unis sont traumatisés. Comment les Russes ont-ils pu mettre ce petit truc-là en métal et les sciences sont devenues une priorité nationale. C'est-à-dire que tout a changé, donc la création de la NASA, la création... Mais ce qui est fascinant, c'est que tous les gens qui ont construit la Silicon Valley, leurs parents sont nés avec toute cette mise en avant de la science, surtout une science qui était très positive dans les années 60, 70, les comics, le cinéma de science-fiction, toute cette vision. Et donc, on a eu les effets au bout de 2 générations. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tant qu'on ne prendra pas ces questions de climat, de biologie, mais aussi de sciences, d'art, de culture, parce qu'il n'y a pas que la science non plus, c'est une combinaison, et qu'on n'en fait pas une priorité nationale, on n'aura pas dans 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans les bénéfices. Or, aujourd'hui, vous avez raison, on a besoin de géologues, de gens qui font de la thermodynamie, de la thermodynamie qui soient des spécialistes du climat, et un peu moins de TikTokers, de YouTubers. Mais je reste assez optimiste parce que c'est véritablement une question de volonté politique. Si on décide que la science est importante et qu'on y met les moyens, on aura derrière, je pense, des effets positifs. Une dernière question, monsieur, allez-y. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis professeur à Polytechnique dans le domaine du développement durable et de la chimie. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Sauf que j'ai une anecdote. Il y a quelques années de cela, mon fils est venu me voir. Il me dit « Papa, tu sais ce que je veux faire comme métier ?» Je lui dis « Non, tu vas me le dire. » Il me dit « Arrêteur de guerre. » Voilà, et là, je pense que la question, elle se pose, quoi. Arrêteur de guerre. Voilà. Mais écoutez, merci. C'est un métier dont on a besoin et qui est en plus un très beau métier. Il m'appartient... Alors, je suis désolé, mais on est dans un timing où malheureusement, je ne peux plus prendre de questions supplémentaires. Je voulais vous remercier tous d'avoir été aussi attentifs, aussi impliqués, d'avoir autant participé à ce débat, d'avoir également respecté les règles Covid. Et je vous demande de garder vos masques quand vous traverserez encore les parties intérieures du palais de l'Institut. Merci à l'Institut de France d'accueillir les rencontres capitales. Merci aux partenaires des rencontres capitales qui sont fidèles et qui ont supporté tous ces décalages dans le temps et toute cette organisation rendue difficile par cette période compliquée que nous traversons. Merci à vous, avec une gratitude particulière pour la qualité des réponses que vous nous avez apportées et pour la fluidité de vos échanges. On a été suivi en direct et en live, mais vous pourrez aussi revoir ce débat
en replay. Merci également et surtout, je ne le vois pas tellement il y a 2 débats dans ce palais de l'Institut, à Christian Aubuano, formidable organisateur de ces rencontres capitales, directeur général des EDA et sans équivalent. Pas plus, pas moins, j'espère vous retrouver pour d'autres débats. À bientôt.